Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Vision 4, la télévision africaine. À partir de Yaoundé, nous tutoyons le soleil. C'est un début de semaine, nous sommes justement lundi et ce matin nous marquerons un arrêt sur les propos du président français Emmanuel Macron depuis un certain temps qui a décidé de parler du développement en Afrique. Vous vous rappelez encore de ses propos sur le franc CFA. Macron estimait alors que le franc CFA ne saurait faire être le problème du sous-développement pour le continent africain. Il est pensé par la même occasion que si les Africains n'étaient pas d'accord à être dans le franc CFA, en tout cas pour ceux des Africains qui appartiennent à cette monnaie, ces Africains étaient libres de quitter de la zone franc. Il a d'ailleurs pris l'exemple de la Mauritanie et maintenant du Malgache. Et ce n'est pas tout. Et ce matin, et c'est ce qui nous intéressera, Macron estime qu'en Afrique, lorsque nous avons encore des familles qui ont 7, 8, 9 enfants, vous comprenez que le problème du sous-développement en Afrique est civilisationnel. Dixit président français Emmanuel Macron. Que pensez-vous des propos d'Emmanuel Macron ayant trait au développement en Afrique? C'est la problématique de nos échanges ce lundi matin. Ils sont en poste, les 4 dinosaures de l'information. Martial Oona vous livrera tout à l'heure la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Francis Bertrand Bonga, comme d'habitude, détiendra l'exclusivité du Congossa du jour. Une histoire épique et bien épicée vous sera racontée pour votre plus grand bien. Ernest Obama commentera et analysera parce que vous regardez Vision 4. Vous êtes des téléspectateurs privilégié. Ernest Obama, bonjour. Bonjour Parfait Haïti, bonjour aux nombreux téléspectateurs de Vision 4 Télévision. Je voudrais faire un clin d'œil au ministre, Il y a quelques problèmes, tousser normalement, hein, tousser, c'est bon. Elvis Bollet, qui est un fidèle téléspectateur du programme Tour d'Horizon, qui me l'a encore confirmé hier. Je voudrais saluer la présence à Yaoundé au Cameroun de Sam Bende, c'est lui qui est le PCA de la Cameroun Music Corporation, et donc la signature, il y a une signature importante d'un partenariat ou d'un contrat qui est annoncé aujourd'hui à 13 h à l'hôtel Djega Palace de Yaoundé. Je pense que nous y serons. Et je dis également bonjour ce matin au jeune footballeur Emmanuel Ongba Obono, qui est mon neveu, qui évolue à Hercules et en Espagne. Bonjour et bienvenue sur Vision 4 ce matin. Sambede est donc bel et bien au Cameroun, au Djega Palace ce jour à partir de 13 h. Se passera probablement quelque chose d'historique. Les informations en notre possession font état de ce qu'il y aura une grande signature de convention entre la Cameroun Music Corporation et une autre instance. Et cela fait suite aux hautes directives du Premier ministre chef du gouvernement, Yan Filemons. Tout à l'heure, à partir de 13 h du côté de Djega Palace, tout ceci a pour objectif de mettre sur pied des mécanismes devant aboutir à la constitution d'une nouvelle société de droit d'auteur et du droit voisin dans la catégorie B, art musical. Francis Bonga, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour Ernest, bonjour également Martial. Je voudrais dire un bonjour sympathique ce matin à tous les téléspectateurs de Vision 4. Je voudrais penser notamment à ceux qui sont retrouvés nombreux ce week-end au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé pour vivre ce qu'on a appelé la World Grand Prix. C'est une compétition organisée par la Fédération internationale de volleyball et le Cameroun qui a intégré le top 30 des meilleures équipes nationales de volleyball en version féminine a donc eu l'honneur d'accueillir justement ce regroupement. Mais avec une moisson bien maigre. Oui, une moisson... une défaite, une victoire. Oui, il faut dire que c'est élimination pour élimination, c'est un tournoi qui se déroule par regroupement. Un autre regroupement commencera mardi, je crois demain, du côté de Trinité et Tobago. Et donc l'équipe nationale du Cameroun est en partance pour Trinité et Tobago. Il faut le savoir, c'est à la fin
justement de ces tournois qu'on va faire le bilan. Pour le moment, ce qu'il faut dire... Il m'a dit que les Lions ne seront pas de ce côté-là. Non, les Lions vont à Trinité et Tobago. Donc ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, on s'est rendu compte lors de ce tournoi que le niveau des Lions est un très bon niveau sur le plan africain, mais il faut savoir que quand on affronte les sélections qui ont une durée sur le plan international, eh bien, il y a problème parce qu'il y a de l'expérience. Le Venezuela, la France, c'est des équipes qui sont au niveau du ranking mondial depuis plusieurs années. Alors, c'est vrai que quelqu'un nous dira que sur le plan du classement mondial, le Cameroun est mieux classé que le Venezuela. On ne comprend pas comment est-ce que c'est le Venezuela qui vient taper le Cameroun. Les gens oublient que sur la durée, le Venezuela a passé un peu plus de 15 ans au ranking international, donc dans le top. Le Cameroun ne vient que d'intégrer le top et il est donc possible que quand les deux sélections comme cela se rencontrent, que le rapport de force tourne en faveur de l'équipe qui est plus expérimentée. Donc je souhaite dire un bonjour ce matin à toutes ces équipes qui sont au Cameroun et à la qualité de l'organisation, parce que pour une première, je crois que c'était un coup de maître de la Fédération camerounaise de volleyball sur le plan organisationnel. On a eu envie de dire que la fédération est habituée à ce genre de grands événements, pourtant ce n'était que la première fois. Je voudrais également ce matin dire un bonjour aux footballeurs. On a appris ce week-end que l'UNIFAC, la Coupe de l'UNIFAC sera de retour. Il y a d'ailleurs eu des élections qui ont consacré un nouveau président à la tête de l'UNIFAC. Vous savez qu'à l'époque, c'est le président Iya Mohamed qui était président de l'UNIFAC. Je me souviens que notre ami Sali Issa était le point focal dans le secrétaire permanent de l'UNIFAC au Cameroun. L'âme a changé d'épaule et désormais, le Cameroun va accompagner les autres pays de la sous-région dans la concrétisation de ce football jeune que les pays africains ont toujours mis en avant, même si au Cameroun, il a de la peine à décoller. Merci Francis. Martial Orona est également en poste. Martial, bonjour. Bonjour parfait, bonjour à Francis, bonjour également à Ernest. Je voudrais dire bonjour ce matin à tous les évêques du Cameroun et même d'Afrique centrale qui sont justement réunis au Cameroun dans le cadre de leurs travaux, mais pas dans le cadre de l'affaire Monseigneur Bala, même s'il faut-il le rappeler. L'affaire Monseigneur Bala continue de hanter un tout petit peu les travaux de cette conférence des évêques d'Afrique centrale. Le fantôme donc de Monseigneur Bala probablement hantera ces travaux des évêques de l'Afrique centrale qui se réunissent, ces évêques-là, à partir de ce jour. C'est du côté du palais de congrès de Yaoundé. Vous aurez les images et tous les commentaires y afférents ce soir dans le cadre de notre journal de 20h. On sait également que le président de la République, en principe, devait ouvrir cette grande cérémonie, mais selon certaines sources, il sera représenté par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi. Qu'est-ce qui vous fait sourire? Non. Vous avez souri? J'ai fait une mimique. D'accord, ça va, c'est bon. Nous allons donc vous repasser la parole. Ce sera pour nous donner la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Enquêter est un risque écrivain de voir l'anecdote en kiosque dans sa version Nouliouka, justement enquêté autour de l'affaire de Monseigneur Bala, et le journal de Jean-Pierre Amougou Belinga revient justement sur le sujet et nous renseigne donc aujourd'hui qu'un collectif d'avocats s'est donc désormais constitué et la plainte devra donc être déposée ce jour ici même à Yaoundé. Les avocats vont porter plainte pour assassinat. C'est la décision qui a été prise samedi dernier du côté de la colline Volier, ici même à Yaoundé, alors que tous les évêques y étaient justement réunis. Un collectif d'avocats qui a donc décidé de voir clair dans cette affaire-là, et surtout le diocèse de Bafia et ainsi que l'église vont donc se constituer partie civile dans cette affaire-là. C'est la grande une du journal Anecdote pour qui enquêter un risque et écrire un devoir dans sa parution de ce jour. L'essentiel du Cameroun parle également aussi de l'affaire Monseigneur Bala en nous rappelant justement
que l'enquête se poursuit malgré le communiqué qui a donc été rendu public par le président de la Cour, par le procureur général après la Cour d'appel donc du centre, Jean-Fils Ntamak. L'enquête se poursuit parce que, précise-t-il, il y a d'autres choses qui pourraient permettre de voir un peu plus clair dans la mort de l'évêque de Bafia. Le journal parle notamment des examens médicaux qui ont donc conclu à une mort probable, le journal insiste bien sur le mot probable de l'évêque par noyade, et le journal de réitérer d'ailleurs que les investigations suivent leur cours, à en croire les propres mots contenus dans le communiqué de Jean-Fils Ntamak. Le Jour en parle également aussi de cette affaire-là, nous rappelant donc aujourd'hui que l'Église a reprécisé sa position, les évêques persistent et signent. L'Église a reprécisé sa position concernant donc le communiqué de Jean-Fils Ntamak, le procureur général de la Cour d'appel du Centre. L'Église a donc reprécisé sa position. C'était donc samedi dernier du côté d'Envolé, justement, où Monseigneur Cléda a réaffirmé justement que pour l'Église, Monseigneur Jean-Marie Bala a été assassiné, et lumière doit donc être faite sur cette affaire-là. Le quotidien L'Épervier essaie donc de comprendre pourquoi est-ce que Monseigneur Bala a été assassiné. Le journal de nous révéler aujourd'hui qu'il s'agit de la guerre du cardinalat. La guerre du cardinalat, on le sait, avec Monseigneur Christian Toumi, qui est désormais à la retraite. Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, qui était pressenti pour occuper le poste, a tout simplement été assassiné, à en croire donc l'Église. Et le journal de nous repréciser que certains hommes de Dieu seraient-ils des bourreaux de celui qui était pressenti pour être le nouveau cardinal du Cameroun? C'est une question fondamentale que le journal pose ce matin, parlant toujours de ce communiqué donc de Monseigneur, du procureur général près la Cour d'appel du Centre. Le quotidien, le Tri-hebdomadaire Le Soir en parle également dans sa parution de ce matin. Le Tri-hebdomadaire Le Soir donne d'ailleurs la parole au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC, qui dénonce donc le rapport qui a donc été rendu public par Jean-Fils Ntamak. Le journal pense tout simplement qu'on espérait pour une fois que après des enquêtes et des résultats autour de l'autopsie, que la vérité allait être dite, mais malheureusement, déplore le MRC de Maurice Kamto, rien n'a été fait, comme avec les sœurs de Djoum, comme avec Anthony Fonté, comme avec Angèle Benvin, sans oublier bien sûr Joseph Mbassi. Le journal pose justement la question de savoir jusqu'où va-t-on aller avec cette série noire dans l'Église catholique. Jusqu'où ira-t-on avec cette série noire au sein de l'Église catholique? C'est la grande question que le journal pose dans sa parution de ce matin. La Nouvelle en parle également aussi, en parlant notamment des évêques qui acculent le gouvernement. Les évêques acculent le gouvernement. Ils ont donc réaffirmé leur position ce week-end, et entendent d'ailleurs le rappeler, le réitérer lors des travaux qui se dérouleront donc au Palais des Congrès ce jour. Mais la grande une du journal La Nouvelle est bien sûr consacrée à ce transfert illicite des capitaux. Le journal parle d'un peu plus de 4 000 milliards de francs CFA qui sont donc sortis illégalement du Cameroun en moins de 5 ans. Le journal parle notamment d'un subtil coup d'État scientifique de l'actuel patron des finances donc du Cameroun. Le Tri-hebdomadaire Le Soir, lui, revient sur le satisfecit de l'aéroport international de Garoua, en parlant notamment des travaux qui ont été refaits de ce côté-là et qui vont coûter la bagatelle, qui ont coûté un peu plus d'1 milliard de francs CFA à l'État du Cameroun. Mais la grande une est bien sûr consacrée au gouvernement, au Parlement, autant pour moi, au Parlement camerounais, qui vient donc de voir sa session de juin aller donc à son terme. Le journal parle notamment d'une session à scandale qui a donc été clôturée vendredi dernier du côté du Palais de Verre de Ngouaekele, et on termine cette revue de la presse avec notamment Cameroun Tribune qui est en kiosque et qui, au-delà des coccinelles qui allaient en congé, le journal revient justement sur la réduction du train de vie de l'État, et le journal parle notamment des subventions qu'il faut alléger, en parlant notamment d'une dizaine d'établissements publics administratifs qui bénéficient chaque année à coût de centaines de milliards de francs CFA de subventions au nom de l'État. Et le journal pense tout simplement qu'il s'il faut réduire le train de vie de l'État, il faut commencer par réduire les dépenses de ces subventions et le président de la République a d'ailleurs bien fait de le dire. Il ne faudrait plus faire attention à ces allocations. Il faut bien qu'elles s'arrêtent.
Il faut donc réduire le train de vie de l'État, effectivement au Cameroun, le pays que dirige son Excellence Paul Biya. On a quand même la nette impression, Ernest Obama, que vraiment du côté de l'administration, l'argent coule à flot pour que vous soyez chef service. Je n'ose même pas parler des directeurs de nos administrations centrales, les véhicules V8, V6, je ne sais plus V combien. Un seul véhicule, on te parlera de 70, 80, 100 millions de francs CFA. Lorsqu'on vous parle du budget, des séminaires, des colloques, des symposiums organisés chaque année, les frais d'émission, les bons de carburant, est-ce qu'on n'estimait pas quand même que c'est un peu trop pour un pays pauvre très endetté? Oui, c'est un peu trop. C'est vrai que j'ai longuement suivi hier moi-même les explications de quelques experts que nous avions dans le cadre de l'émission Club d'élite, qui disaient au contraire qu'on ne devrait pas réduire les dépenses, mais qu'il fallait dépenser utile. Au-delà, ils étaient tous d'accord sur la question de ces dépenses qui sont liées notamment à l'achat des véhicules, aux frais d'émission, aux emplois fictifs et tout ce que cela comporte. Mais pour y arriver, je pense que certains devraient briller par l'exemple, comme on le dit souvent, que l'exemple vient d'en haut. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas en ce qui concerne le train de vie de l'État au Cameroun. Au-delà de l'État lui-même, il y a également cette élite princière, si on peut l'appeler ainsi, c'est que Msanga Nyamding appelle l'élite comprador, c'est-à-dire une élite qui achète tout, qui a tout. Parce qu'on s'est quand même rendu compte en suivant de près l'opération Épervier qu'il y a des ministres qui ont des fortunes qui sont largement au-dessus de certains ministères. Un ministère comme le ministère de la Communication, sauf erreur de ma part, a moins de 10 milliards. Le ministère de la Culture a moins de 5 milliards. Le ministère de la Communication, je crois, 4 milliards. Voilà, on parle de 4 milliards. Marcel a certainement les chiffres exacts. Alors que, il me semble, actuellement, il y a un directeur général d'une entreprise parapublique qui est poursuivi au tribunal criminel spécial. On lui réclame pas moins de 103 milliards de francs CFA. Donc, c'est pratiquement le budget sur 20-25 ans du ministère de la Communication que ce monsieur a peut-être, puisqu'il n'est pas encore reconnu coupable, a peut-être mis de côté pour sa propre famille. Je pense que la réduction du train de vie de l'État, elle commence par le budget. Elle passe également par des décisions politiques. Vous avez Messi proposé hier, par exemple, qu'on revoit le nombre de ministres au Cameroun. Actuellement, au Cameroun, on a une 60aine de ministres. J'ai eu le privilège d'interviewer le ministre gabonais de la Communication, Jean-Claude Bilé-Bizé. Et vous vous rendez compte qu'il est ministre, ministre de la Communication, ministre de l'économie numérique, ministre des Arts et de la Culture, ministre de... Il a pratiquement 5 ou 6 ministères qu'il dirige. Et quand on dit ministère, si on était au Cameroun, il dirigerait plusieurs ministères. Des pays qu'on considère comme petits, comme la République centrafricaine, il y a très peu de ministres. Même en France, il y a très peu de ministres. J'en venais. La France, l'Allemagne, les États-Unis ou les pays développés. Si on fait le ratio entre un ministre par population, vous verrez que la population en France, on est très loin, mais alors très loin de nos 20 ou 22 millions d'habitants. C'est plus de 100 millions d'habitants. Mais la France, il me semble que le gouvernement de M. Philippe Edouard, sauf erreur de ma part, a moins de 20 ministres. Alors qu'au Cameroun, on a une 60aine de ministres. À une époque pas lointaine, un ministère comme le ministère de l'Éducation nationale regroupait l'enseignement secondaire, l'enseignement de base et même certaines autres, la formation professionnelle qui est également là-bas. Vous avez vu, on avait le ministère des Sports et le ministère de la Jeunesse et des Sports. Aujourd'hui, on a saigné sport et éducation physique. Je ne sais pas s'il y a une réelle différence entre le sport et l'éducation physique. On a oui, il y a une différence. Laquelle? Le sport où visait la performance, alors que l'éducation physique, c'est juste pour la forme. C'est quoi l'activité principale? Je n'en sais rien. On vise la performance en faisant quoi? En faisant le sport. Non, on ne fait pas le sport. Quand on parle de sport, c'est la performance. Maintenant, l'éducation physique, c'est pour votre bien-être. Ce que je vais vous dire en d'autres termes parfaits ici, c'est que on vise la performance en faisant ce qu'on appelle l'éducation physique. C'est-à-dire qu'en faisant c'est le sport qu'on fait. Mais ce sport-là, c'est ça qu'on appelle éducation physique parce qu'il n'a pas vocation à obtenir des résultats. Donc c'est pratiquement la même chose. Et on peut revenir, si on a un ministre de l'Éducation nationale, par exemple, on a M. Ngalé Bibé, on a Mme Alim
comment il s'appelle, le ministre de l'enseignement secondaire, qui peut être directeur. C'est Adja Alim, non? Voilà, directeur de l'éducation de base. On a un directeur de l'enseignement secondaire. On peut même avoir un directeur de l'enseignement supérieur, mais on a un grand ministère de l'éducation nationale avec un seul ministre. Vous imaginez, parfois ici, on aura réduit d'abord, les Prado à acheter pour les ministres. Une Prado coûte en moyenne 80 millions de francs CFA. On va réduire le nombre de Prado. L'hôtel particulier du ministre, tout ce que cela comporte, il y a des réductions qui seront faites, qui vont nous permettre de gagner plus. Il y a également, ce dont parle Cameroun ce matin, les entreprises dites budgétivores. Je sais pas vous avez des problèmes ce matin? Je suis malade. Et c'est pas un crime d'être malade. Ne faites pas comme Macron, monsieur, ici. Il y a des entreprises dites budgétivores ou des structures. Certains aujourd'hui plaident pour que le Sénat soit purement et simplement dissous. Parce que réellement, depuis la mise en place du Sénat, on n'a pas eu l'impression que la démocratie camerounaise a avancé. Hein. C'est toujours comme ce vélo qu'on a au salon là, qu'on pédale au pas, il est sur place. Ça ne change réellement pas. On aurait pu rester avec l'ancienne nomenclature, avec l'Assemblée nationale qui était là pour voter et surveiller le travail. Il faut respecter la Constitution. Ben oui, mais la Constitution, elle n'est pas figée. On peut la revoir. Pourquoi doit-on revoir la Constitution quand il s'agit de changer le nombre de mandats ou alors pour changer la limitation de mandats? Mais si la Constitution peut être changée pour régler les problèmes réels. Vous savez combien le Sénat coûte à l'État camerounais par an? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec l'argent qui est dépensé pour le fonctionnement du Sénat, pour les salaires des sénateurs et pour tout ce que cela comporte? Ce sont des questions essentielles qu'on devrait se poser pour aller vers un pays qui règle les problèmes réels. Je termine par quelque chose. Madame Ondouabi, vous le disiez hier sur le plateau, pour développer son pays, le Rwanda, M. Kagame a fait venir un cabinet d'experts en finance de l'Angleterre. Ils ont proposé et il a appliqué bêtement. Et aujourd'hui, on a des résultats. À quoi nous sert le Sénat si les gens ont faim, les gens n'ont pas de l'eau à boire, les gens n'ont pas de route? J'ai également appris ce matin qu'un camion grumier a donc écrasé un taxi en pleine ville. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau précis, au lieu du Koweït, la chaussée n'est pas du tout bonne, il y a des nids d'oiseaux un peu partout et régulièrement à ce niveau également, la vitesse n'est pas respectée, alors que l'argent qu'on dépense pour le Sénat, on aurait pu régler des problèmes comme ceux-là. Il n'y a pas que le Sénat, hein. Il y a également une autre structure dans ce pays, comment on l'appelle, le Conseil économique et social, toujours lors de cette session parlementaire du côté de Ngouaïkele et même du côté du Sénat. On a essayé d'examiner ou alors mieux orienter ce Conseil économique et social. J'espère que ça donnera cette fois-ci. Francis voulait coller rapidement aussi un commentaire sur le train de vie de l'État. Oui, un tout petit peu pour dire que le Sénat n'est d'ailleurs pas la seule structure budgétivore dont les états des services ne permettent pas aux lignes de bouger, parce qu'effectivement, comme le dit Ernest, depuis que le Sénat est là, on n'a pas encore assisté à une session où il y a un blocage parce que le Sénat n'est pas d'accord avec l'Assemblée nationale ou vice-versa. On a comme l'impression que c'est le même travail à la Chine qui se poursuit et que naturellement ce Sénat-là ne nous apporte pas grand-chose. Vous savez, dans certains pays d'Afrique, on a carrément mis la croix sur le Sénat. Je prends l'exemple du Sénégal. Quand le président Macky Sall est arrivé, il estimait que le Sénat ne servait à rien. On a simplement mis la croix. À côté du Sénat, il faut savoir qu'il y a également, parce que quand on parle de consommation du budget, il y a un peu trop de commissions dans notre pays. Un peu trop de commissions. On vous dit la commission de telle chose, et chaque commission est subventionnée par l'État. Et il n'y a aucune grande commission dans notre pays qui ne prenne pas partie du milliard. Vous comprenez que c'est des poches de dépenses parfois inutiles. On sait naturellement qu'on veut satisfaire un certain nombre de personnes. On sait qu'il y a des personnes qui attendent et qui ont besoin de postes. Mais il faut passer à l'étape de la prévention des risques financiers. Parce que maintenant, quand on crée une commission, bon, je n'ai rien contre la dernière qui a été créée, c'est-à-dire la commission du bilinguisme et du multiculturalisme, je n'ai rien contre. Je voudrais rappeler que Moussongue, qui est légaliste, vient de démissionner de son poste de sénateur. Oui. Et qui démissionne également de son poste de grand chancelier. Appréciez d'abord ce que le Premier ministre Moussongue a fait. Donc ce que je voulais dire... C'est pas ajouté pour lui. Ah bon? De l'autre côté, le grand chancelier, il est en contact avec des ordres nationaux. Alors je vais chuter là-dessus pour dire que si on fait un recensement,
vous allez vous rendre compte qu'on a dans notre pays au moins 20 commissions qui ne nous servent pas à grand-chose. Parce que regardez, bon, quelqu'un me dira que les rapports de la CONAC, on fait ci, on fait ça. Mais est-ce que vous avez vraiment l'impression, puisque quand on parle même de lutte contre la corruption, c'est qu'on voit souvent un peu plus... Je n'ai jamais compris le problème de la CONAC. Aidez-moi. La CONAC moi, je ne peux pas vous aider. Là, vous le dites déjà. La CONAC a une particularité. Et comme nous sommes en 2017, alors la CONAC annonce une grande réunion, une conférence de presse, c'est pour rendre le rapport de 2014. Alors, je voulais donc vous dire que sur ce plan-là, c'est toi qui sont les experts. Sur ce plan, je chute. Moi, je ne peux pas vous aider. Parce que je vous dis que dans cette optique, on a le contrôle supérieur de l'État qui fait un travail énorme là-dessus. On a la NIF, on a d'autres structures. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas nous épargner de la CONAC? Vous savez combien la CONAC bouffe chaque année? C'est beaucoup de parfait ici. Vous comprenez donc que les postes de dépenses sont là. Vous ne pouvez donc pas penser à réduire le train de vie de l'État en maintenant les postes budgétivores. Très bien. Ernest Obama voulait m'aider dans mon ignorance. Non, pas mon ignorance. La question que vous posez, c'est, vous savez, connaissez certainement la réponse. C'est juste que il y a tout se passe comme s'il n'y a pas une sorte de planification et on crée des structures au jour le jour, on a du mal à faire le bilan après. Quand on crée une structure parfois ici, il faut se poser des questions après. Est-ce que la corruption a reculé au Cameroun? Un bilan. Un bilan, faire des bilans, parce qu'il y a quand même le contrôle supérieur de l'État, comme le rappelait fort à propos Francis Bonga, il y a la CONAP, il y a la NIF. La Chambre des comptes. La Chambre des comptes et tout ce que cela comprend. Mais et il y a des tribunaux classés. Effectivement. Mais sans oublier les commissions dans les ministères qui ont de l'argent. Hein. J'ai appris que la commission, la commission de lutte contre la corruption au ministère des Finances a 200 millions par an. Pourquoi faire? Je ne sais pas, il faut leur poser la question. Mais maintenant, pour revenir au train de vie de l'État, parfait ici, M. Essomba a dit quelque chose hier. Et le chef de l'État, je crois que c'est le président Biya qui avait parlé du consommant camerounais. C'est ça, c'est lui. Mais je pense qu'il est temps d'exhumer ce concept du consommant camerounais. Nous devons exhumer le consommant camerounais. Aujourd'hui, quand on voit la publicité à la télé, on vous dit que ça, fabriqué en France. Le fabriqué en France, on le vend. Parce qu'on sait que si on achète, je ne sais pas, un vin français, prenons l'exemple de Bergerac, un vin que j'aime bien, le Montbazillac, c'est fabriqué en France. Vous avez des vins compliqués. Hein. C'est pas compliqué, c'est 10 000 parfait. Le Montbazillac. Que 10 000 sont les pipis de chat. Non, je n'ai pas dit que c'est les pipis de chat, mais vos costumes, ce n'est pas 10 000 en tout cas. Non, mais oui, je vous dis, le Montbazillac, ils savent que si le Montbazillac, autant que moi, quand ils achètent le Montbazillac, l'argent revient à un Français. Et l'argent tourne sur place. Au niveau de l'économie française. L'économie française en bénéficie. Il y aura des salariés qui vont retoucher cet argent-là et ça tourne sur place. Mais nous, qu'est-ce qu'on faisait? Nous faisons au Cameroun. Tous les ministres commandent leurs meubles en Italie. Quand ce n'est pas en Italie, c'est en Chine. Pourtant, il y a des menuisiers là, on les voit pas faire ici. Ils sont là. Un ministre va te dire qu'il s'assoit sur la racaille. J'ai même su un collègue. Il y a des gens. On arrive même chez toi, on se rend compte que tu as un salon de lesoir. On se moque de toi. Obama c'est qui? Chez lui c'est le salon de lesoir. Alors, monsieur, je laisse un peu d'eau à votre famille. Oui, je vais continuer après. Alors, je voudrais saluer Peggy Meillon ce matin. Il nous a balancé ce matin dans le groupe WhatsApp de Vision 4 un élément. Un discours de Thomas Sankara en 1980. Il était devant la tribune des Nations Unies. Et on le rappelait à tout le monde qu'on doit consommer africain. Il disait donc, prenez l'exemple sur moi, je suis vêtu par les couturiers burkinabés. Et il demandait aux autres chefs d'État de se joindre à lui pour que ce combat soit mené, pour qu'on consomme africain, pour qu'on produise en Afrique. Vous savez pourquoi Thomas Sankara a donc évité? Je suggère d'abord très rapidement à Visdolé de nous proposer cet élément le soir sur Il a donc vite été tué à cause de ce genre de pensée. Bon, pour terminer, oui, terminer rapidement, Yannis. Actuellement, les enfants qui naissent, tout le monde utilise le lait Nan, le lait Gigos, France lait. Mais il y a un Camerounais là, monsieur, ça s'appelle quoi? Il s'appelle celui qui a, comment l'entreprise s'appelle, comment je dis le nom là? Tanti. Mais Tanti produit du lait pour les gens. On va te dire c'est le vrac.
C'est pas du vin. C'est ce qu'on va te dire. Le lait Tanti et même les produits Tanti sont commercialisés en Europe et ils sont même très appréciés. Mais au Cameroun, tu vas voir les gens viennent au supermarché, donnez-moi le lait de France, non, ou bien Gigos, parce qu'ils pensent qu'en donnant ça à l'enfant va devenir blanc. Non, il restera noir. Et pourtant, si on achète chez ce monsieur-là, l'entreprise va grandir, il va employer plus de Camerounais, il va payer les impôts au Cameroun, l'argent tourne sur place. Arrêtons de consommer les produits qui viennent d'ailleurs. Consommons d'abord camerounais. Chez nous, j'ai discuté avec un ami qui est je crois qu'il est anthropologue, je lui disais que si j'étais encore étudiant, s'il y avait encore le temps pour faire des études, je ferais une étude on appelle ça, le tribalisme dans les langues africaines. Le tribalisme dans les langues africaines. Et j'ai pris le cas de la langue que je maîtrise au mieux, le Wondo, pour ressortir les proverbes, les adages qui promeuvent le tribalisme. Chez nous, en Wondo, on dit que les choses marchent dans les sentiers. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment le dire en français, c'est difficile, le mot à motage est compliqué, hein? C'est-à-dire qu'en Wondo, on dit bien de oulin, un Miki. Ça veut dire quoi? Entre nous, Camerounais, si on transfère notre argent chez notre frère de Express Union, si ça reste, l'argent reste entre nous, Camerounais, parce que ce monsieur est Camerounais, ça va entre nous. Si on achète le lait de Tanti, ou le petit déjeuner chez Tanti, il va employer plus de Camerounais. Si on va au Lesoa, le ministère qui veut des fauteuils, là, dans chaque ministère, ils ont les Louis XIV, ils ont les salons en cuir. Si tout le monde achetait au Lesoa, on aurait déjà des menuiseries industrielles parfaites ici, qui emploieraient beaucoup de Camerounais, l'argent resterait sur place. Après, les gens se plaignent que non, j'ai mon fils qui est au Cap, qui a fait menuiserie, qui est à la maison, il ne fait rien. Pourtant, chez lui, là, il a un salon qu'il a acheté chez les Libanais à 100 000. Alors qu'il aurait pu acheter un salon en Lesoa. Je pense que le chef de l'État, les conseils du chef de l'État doivent lui demander d'exhumer ce concept-là, le consommant camerounais, parce que c'est important. Merci. Consommons donc camerounais. On le connaît très bien. Thomas Sankara, pour reparler de lui, il avait même institué, Francis Bonga, du côté du Burkina Faso, que tous les fonctionnaires devaient s'habiller en habit, en tissu burkinabé, fait au Burkina Faso. Et si on vous épinglait que vous êtes allé au travail avec ce que je porte là, vous étiez sanctionné. Maintenant, les idées de Thomas Sankara n'ont duré que le temps d'une rose. On l'a liquidé comme un bambin. Francis Bonga, le Congo, ce matin. L'attention monte au palais des congrès. Nous appelons à l'instant avec les évêques et Monseigneur Cléda qui demandent aux uns aux autres de sortir de ça. L'évêque demandera à qui de sortir? À tous les évêques. Pourquoi? Tant qu'on ne leur donne pas les résultats de l'autopsie. Ce sont nos reporters sur les lieux qui nous donnent l'information. Vous prenez encore ça. Vous dites que Monseigneur Cléda dit quoi? Il exige qu'on leur remette immédiatement les résultats de l'autopsie. Auquel cas, il préférerait. Auquel cas, il n'y aura pas de travaux. On ne sait pas. De toutes les façons, vous aurez toutes les informations de ce qui se passe avec les évêques du côté du palais du congrès. Merci. Il a dit d'ailleurs que les circonstances de son décès n'ont pas encore été élucidées. Ça veut dire que le bras de fer est finalement officiel. Alors là, ça devient ce qui s'est passé samedi en Volier. Ça confirme que ça s'est passé, puisque samedi, lorsque les journalistes l'ont approché pour lui demander ce qu'il pensait du communiqué de M. Ntamak, il a eu une réaction du genre... C'était ça la réaction. Qu'on peut dire que c'est quoi? C'est bon pour la poubelle? Il a fait son travail. Mais en même temps, c'est son travail. C'est lui le président. Non. Monseigneur Cléda, c'est son travail. C'est lui qui est le président de la conférence épiscopale. Donc c'est lui. Martial, au sein de l'Église catholique, quand même, il y aurait, je préfère parler comme ça, deux camps qui se forment progressivement. Le camp de l'archevêque métropolitain de la ville de Yaoundé, Jean Barga, qui est de ceux qui pensent que c'est fait, il faut enterrer l'évêque et que la vie continue. Et l'autre camp qui pense que non, on doit savoir de quoi est mort Monseigneur Bala, et ce camp est soutenu par Monseigneur Samuel Cléda. Vous êtes quand même au courant de ces deux camps? En fait, c'est ce que nous pensions tous. Mais je vous assure encore que si vous aviez été en Volier samedi, ils parlent tous d'une même voix. Vous aurez compris que même Monseigneur Bargala, il est derrière Cléda. D'accord, ok, ça nous rassure. Mais le problème avec cette affaire de Monseigneur Bala parfait ici,
moi je fais un maximum d'efforts de ne pas m'en prendre au procureur général, M. Ntamak, parce qu'on n'a aucun procès à faire à M. Ntamak. M. Ntamak s'est contenté, il n'est même pas porte-parole, il est rapporteur. Parce que porte-parole, c'est prendre la parole, c'est vrai qu'on vous dirait que c'est pratiquement la même chose. M. Ntamak est comme quelqu'un à qui on demande de faire le rapport d'une réunion. Un Ntamak nous dit que l'enquête a démarré, il y a eu une autopsie le 22, le 2, une autre le 22. La troisième autopsie faite par les Allemands a révélé que la cause probable de la mort serait donc la noyade. Ernest Obama, pour vous relancer, si vous prenez l'affaire de cette manière-là, le débat risque une fois de plus gagner en épaisseur. À quel niveau? Vous dites que M. Ntamak n'a fait qu'un compte rendu, mais c'est un compte rendu partiel. Écoutez bien, en quoi est-ce qu'il est partiel? Il nous renseigne très bien qu'il y a eu 2 premières autopsies menées par les Camerounais. Il passe. Il nous dit qu'il y a eu une troisième autopsie menée par les experts allemands et il nous donne les résultats de la troisième autopsie. Où sont les résultats des 2 premières autopsies menées par les Camerounais? Est-ce que le compte rendu de Ntamak ne pouvait pas aussi voir cet aspect des choses? Vous savez, je ne suis pas Ntamak pour le moment, je suis Obama. Je pense que l'intelligence de M. Ntamak l'a peut-être amené à voir que les résultats de la première autopsie n'intéresseraient pas les Camerounais. Ah bon? Mais ce que je veux dire, au-delà du communiqué de Ntamak, et je reste ferme là-dessus, aucun procès à faire à Ntamak, la question qui divise et le problème réel de ce communiqué, c'est que les rapports d'autopsie se situent aux antipodes. C'est vraiment aux antipodes. Quand on parle de la goal line technology, c'est-à-dire l'arbitrage sur vidéo aujourd'hui parfait ici, c'est parfois parce que le ballon a effleuré la ligne des buts. Mais là, on parle d'un ballon qui est allé toucher les filets et le ballon a vraiment, il y a eu but si on prend la terminologie footballistique. L'autopsie dit, si je m'en tiens aux déclarations faites hier par M. Xavier Messé, qui est enseignant de journalisme, qui dit avoir lu le rapport de la première autopsie, que Monseigneur Bala avait un bras cassé. Mais Ntamak a dit qu'il n'y a eu aucune violence sur le corps de l'évêque. Je ne sais pas à quel niveau Ntamak a écrit ça. Non, il a dit. Ntamak a dit qu'il n'y a eu aucune violence sur le corps, Ernest Obama. Je n'ai pas lu ça. Moi j'ai relu le communiqué de Ntamak. Je confesse que je n'ai pas lu ça. Il a dit aucune violence sur le corps de l'évêque. Il a dit. Je fais confiance. Ça veut donc dire que Xavier Messé, c'est lui plutôt qui a menti. J'ai dit donc que j'ai fait confiance au confrère Xavier Messé qui dit que Monseigneur Bala avait un bras cassé. Ntamak l'a démenti. Qu'il y a eu des mutilations génitales, qu'il y avait au niveau du cou, qu'il a eu un coup là, que c'était percé là, et au niveau de son crâne, qui avait visiblement un problème. Là, il y a un problème. Bon, je sais pas. Percé par un clou. Il a dit précisément, ceci je vous lis, ils ont révélé l'absence de toute trace de violence sur le corps du défunt et ont conclu à cet égard que la noyade est la cause la plus probable du décès de l'évêque. Oui. Ça, c'est ce que Ntamak dit. Ce qu'on dit donc, c'est que, bon, première chose, et là, j'invoque même, parce que là, elle devient comme une sorte de divinité. Et non, c'est pas le sujet de l'ordre du jour. Hein? On a encore on a la problématique. La mesure de la vraisemblance. Parfait, ici, quand on veut plonger dans l'eau, quelle est souvent la position que les mains prennent? Bon, vous mettez les mains par devant. Bon, parce qu'on me dit que la main de Monseigneur Bala était comme ça. Est-ce que tu peux donc plonger dans l'eau? Tu as une main comme ça et l'autre comme ça, c'est impossible. Quand on plonge, on a les mains comme ça. Si une main se casse, elle sera vraiment comme ça et l'autre ne peut pas être comme ça. Bon, si on veut se suicider, on n'a pas besoin de faire comme tu fais là. Si on veut se suicider, on n'a pas besoin de plonger comme si on venait nager. J'ai un de mes profs qui m'a dit que je ne devais pas rire quand on parle d'un. Oui, mais si on veut se suicider, on ne peut pas plonger comme si on venait nager. On plonge comme si on veut se suicider. Je vais laisser Parfait continuer son émission tranquille. Ce que l'on dit Parfait, c'est qu'on ne peut pas avoir autant de traces de violence sur un corps. Ntamak a dit qu'il n'y a pas eu de traces de violence, Ernest Obama. Autant de traces qui prouvent qu'il y a eu une main criminelle et Mulder et Tchokos viennent nous dire que monsieur l'autre a été tué par l'autre. Bon, on pourrait peut-être poser la question de savoir combien de mots C'est vrai que j'ai vu encore un truc que quelqu'un posté aujourd'hui sur les réseaux sociaux où on faisait comprendre que en fait ce n'est même pas le problème de Mulder et Tchokos. Et on a trompé Tchokos et Mulder. On leur a plutôt donné notre cadavre. C'est là où ils ont fait l'autopsie. Ils ont roulé Tchokos et Mulder dans la farine.
Non, mais je ne sais pas, est-ce qu'il y a des représentants, non? Ici au pays, tout peut arriver, hein. Vraiment. Vous savez que Chokos ne connaissait pas Monseigneur. C'est compliqué. Bon, mais maintenant, la conférence épiscopale dit que pour le moment, on nous a dit que le corps avait été remis à l'église. Pour inhumation. Non, Monseigneur peut la démentir samedi. Non, ce que je vais donc dire, c'est qu'est-ce que le communiqué dit quoi? Monsieur Ntama dans son communiqué dit que le corps a été remis. Oui, il dit que comme on a fini avec les autopsies, je parle en français facile, on a fini avec les autopsies, maintenant le corps a été remis à l'église pour inhumation. C'est ce que dit le communiqué de le procureur de Ntama. Ils n'ont pas pris le corps. Ils n'ont pas pris le corps. Ils ont dit non, pas pris le corps. Le corps est toujours au même endroit. Mais maintenant, là où l'affaire... Parce que le communiqué de M. Ntama, quand on va au-delà, excusez-moi de prendre un peu plus de temps, on se rend compte que le journal de Martial Ouna est celui qui a provoqué ces communiqués-là. Parce qu'on s'est rendu compte qu'au fil des jours, et même des jours, l'anecdote poussait l'enquête un peu plus loin, a commencé à révéler des choses qui devaient être... Si on laissait l'anecdote continuer comme ça, sans venir créer, jeter ses pavés dans la mare, ça devait être difficile de venir donner une version contraire plus tard. Mais ce qui est plus difficile maintenant, c'est qu'il y a des avocats. Il y a des avocats qui ont donc porté plainte. Comme il y a une plainte des avocats, ils vont leur enquêter. Et là, monsieur Ntama est donc obligé de remettre tous les rapports d'autopsie à... Et ça, vous ne pouvez pas... Tous les rapports d'autopsie. Très bien. Il est donc fort possible que les avocats exigent une autre autopsie. Ouais. Ben oui. Cette fois-ci, on va aller chercher je sais pas, peut-être en Afghanistan. des Afghans. D'abord que toujours dans cette affaire, il est révélé en tout cas un certain nombre de personnes ont mené les enquêtes pour constater que l'un des médecins commis pour cette autopsie n'est pas directeur de l'institut dont on parlait. Comme le communiqué le disait. On a enquêté pour, je crois que c'est le monsieur Sosten Fouda qui a mené l'enquête, l'a même mis dans les réseaux sociaux le numéro de téléphone du monsieur, où il habite, là-bas en Allemagne. Et tout Chokos. Donc pour dire qu'il n'est pas directeur du centre dont on parlait. Il avait créé son centre avec un ami qui est une clinique en réalité. Mais le centre dont on parlait... Il n'est même pas boulanger, hein, Chokos. Qui n'est pas boulanger, Chokos. Bon, d'accord, on en reparlera. Mais en passant, si Chokos regarde l'émission, on lui dit bonjour. Tu peux faire ça? Francis Bonga, je vous repasse la parole pour le Congo de ce matin. Alors, le Congo ce matin, c'est l'histoire d'un mariage qui a très bien commencé, mais qui s'est mal achevé. Il s'est mal achevé parce qu'il n'est pas là à son terme. La question qu'on se pose aujourd'hui est de savoir si finalement les mariés vont reconsidérer le mariage ou s'ils vont finalement se séparer. Alors il s'est fait que c'est l'histoire d'une jeune demoiselle. Elle n'a alors que 21 ans. Elle fait première année médecine. Elle a fait la rencontre depuis 2 ans d'un ingénieur sorti fraîchement de l'école mais qui a trouvé un emploi. Donc ils vivaient leur fiançailles sans problème. Et ils se sont entendus finalement pour le mariage après que la dot ait eu lieu dans de très bonnes conditions. Le mariage lui-même s'est déroulé à l'état civil. Ils se sont promis de se marier 10 ans après à l'église. Il fallait consolider justement l'amour qui existait entre les deux. Alors ce qui s'est passé, c'est que lors de la soirée de ce mariage, eh bien, tout s'est bien passé. L'impresario a bien accueilli les invités, les mariés. Tout s'est gâté au moment de la remise des cadeaux. Parce qu'au moment de la remise des cadeaux, justement, quand on a appelé la belle-mère de la mariée pour qu'elle vienne donner son cadeau au marié, elle est justement venue avec une forme de poupée qu'elle a emballée. C'est le symbole de l'enfant. Elle est donc venue avec l'enfant pour remettre à sa belle-fille, et sa belle-fille a poussé ce cadeau. Elle a repoussé ce cadeau. Elle s'est fâchée, elle est entrée dans tous ses états. Personne ne comprenait ce qui se passe. Et puis elle a quitté la salle et son mari l'a rejoint pour s'enquérir de la situation. Elle ne va pas seule, elle va avec 1 ou 2 personnes. Elle dit à son mari que je t'avais dit que pas d'enfant pour le moment dans notre foyer. Ce qu'on vient nous donner là, c'est déjà pour provoquer ça. On s'était entendu sur ci, sur ça. À la surprise générale. La belle famille est surprise de savoir que cette fille ne veut pas d'enfant. En fait, comme elle est en première année de médecine, son époux et elle s'étaient entendus de ce que
le premier enfant ne viendra au monde qu'après qu'elle ait fini ses études. Donc il fallait d'abord qu'elle sorte après 7 ans. Or, le fait qu'on vient lui donner un cadeau signifiait qu'on voulait déjà l'enfant. Et comme son mari n'a pas pris la peine d'expliquer cette situation à ses parents bien avant, elle était donc fâchée et elle a demandé à son mari instamment d'aller le faire savoir à sa famille et que s'il ne le fait pas, elle préfère vraiment se retirer de la soirée. Son mari ne pouvait pas le faire devant une famille qui lui demande de son premier enfant depuis presque déjà 4 ans. Il a dit à son épouse qu'il ne peut pas, c'est pas le moment, ils vont gérer ça à 2 à la maison, mais que pour le moment il fallait faire le saupoudrage, il fallait que le mariage se déroule. Elle a dit qu'elle ne veut pas de maquillage, elle ne veut pas de cosmétique, elle veut quelque chose de réel. Quand on ne la verra pas avec l'enfant après 1-2 ans, il faut bien qu'on sache que c'est parce que c'est une décision interne au foyer et non que c'est elle le problème. Donc finalement elle a quitté la salle, le mariage s'est arrêté, beaucoup de personnes n'ont pas suivi le mouvement, on a simulé un petit malaise, mais en réalité les gens ont compris à la fin qu'il s'est passé quelque chose. Aujourd'hui, les deux, il faut dire, n'ont même pas passé la nuit dans le même hôtel, la fille est repartie dans sa famille, le gars est resté dans la sienne. On ne sait pas comment est-ce que les choses se sont déroulées hier parce que c'est une histoire qui date de samedi dernier. Martial, on a une histoire quand même troublante, hein? Commentaire. L'histoire n'est pas troublante. L'histoire, pour moi, il n'y a même pas de problème qui tienne. Il se trouve que je pense que nous sommes là en face d'une personne assez épidermique. Je parle de la dame qui est assez épidermique parce que le simple fait que votre belle-mère vienne à vous offrir un cadeau d'une poupée ou bien d'un ours, si vous aviez déjà discuté avec son fils qui est votre mari désormais, vous avez déjà discuté ensemble, vous avez pris votre décision ensemble, tout ce que la belle-mère vient faire là, c'est-à-dire vous faites comme si vous n'avez pas vu. C'est-à-dire ça entre dans cet œil, ça ressort de l'autre côté, de l'autre œil, dans l'autre œil, c'est comme ça. Si elle parle, ça entre dans cette oreille, ça ressort dans l'autre oreille parce que vous et votre mari, vous avez déjà discuté, vous avez pris une décision. D'où sort-il qu'au nom de, je ne sais pas, d'une poupée, vous décidez de gâcher le plus beau jour de votre vie? Il faut se poser la question sur les raisons pour lesquelles même cette jeune fille a épousé cet homme. Ça, c'est une question également. Vous soupçonnez que les véritables raisons sont... Ça peut être, elle peut ne l'avoir jamais aimé. Mais elle a choisi de l'épouser parce qu'elle veut un statut de madame. Et là, je vous pose une autre question. De mademoiselle. C'est vrai que la jeune dame est maintenant en première année en faculté de médecine. Est-ce que le fait d'être en faculté de médecine exclut le fait que vous ayez un enfant? Moi, je connais pas mal de femmes qui sont étudiantes dans tous ces instituts et qui font des enfants en allant, bien entendu, à l'école. Non. Chacun organise sa vie comme il entend. Il y en a qui veulent d'abord faire l'école et avoir un boulot avant d'avoir des enfants. Il y en a qui ont des enfants en allant à l'école. Il y en a qui ont des enfants en allant à l'école. Je vous rappelle encore que c'est 7 ans pour être médecin. Parfait. Ici, entre-temps, le monsieur a d'avoir supporté 4 ans. Parfait. Donc, il faudra 11 ans pour attendre le premier enfant. C'est chacun qui organise sa vie comme il l'entend. Au départ, les deux se sont assis. Ils ont été d'accord sur le principe. Vous avez été d'accord sur le principe. Et maintenant, même s'il faut revoir le principe, ce n'est pas avec la belle-mère que ça se négocie, monsieur. Très bien. Ça se négocie entre monsieur et madame. D'accord. Tu vois, c'est de ça qu'il s'agit à mon avis. Ernest Obama, je vous pose la question presque identique. Vous êtes prêt? Bon, on ne va pas parler de vous. Mais quel est quand même cet homme qui accepte quand même passer 11 années avec une femme sans enfant? Parce que Francis nous rappelle qu'ils ont d'abord fait pratiquement 4 ans sans enfant. Maintenant, la jeune dame est déjà entrée en faculté de médecine. Elle devra encore faire 7 ans, dont le monsieur attendra. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un truc ce matin sur WhatsApp et qui disait que quand on se marie, on pense toujours que la vie sera meilleure quand le premier enfant arrivera. Après, on se dit que les choses seront meilleures quand l'enfant sera grand, que la vie va changer quand on aura une belle voiture, que la vie va changer quand on sera chez soi. Et après, on se dit non, que tout sera mieux quand on ira en retraite. Et le temps passe et après, vous mourrez. Vous ne vous rendez même pas compte des moments
les moments importants et heureux que vous avez connus dans votre vie parce que vous êtes toujours en train de vivre comme si le bonheur était une destination. Le bonheur, il n'y a pas une destination bonheur. Le bonheur dans la vie d'un être humain, ce n'est pas le tourisme qu'on va prendre l'avion pour aller aux îles Caïmans ou pour aller à Kribi ou pour aller n'importe où, pour aller prendre un peu de l'air. Le bonheur, on le vit au quotidien. Mais il y a des gens qui vivent de manière volontairement malheureuse parce qu'elles pensent que la destination du bonheur, c'est après le mariage. Que le bonheur, c'est quand ils auront un enfant. Que le bonheur, c'est après les études. Que le bonheur, c'est après la belle voiture. Non. Pour revenir au Congo, ça que vous racontez, le problème, c'est que moi, je n'ai pas de procès à faire à la femme. Ah bon? Oui, pourquoi? Parce qu'elle a eu une discussion préalable avec son mari et lui a dit qu'elle veut avoir un enfant 7 ans après. On peut vraiment dire que cette femme aime son mari? Ils sont tombés d'accord. Ce n'est pas une question d'amour, c'est une question d'éducation. Et là, si M. Bongaï me dira peut-être en offre, quand on regarde bien, on se rend compte que cette fille doit être issue d'une famille où l'éducation est la matrice, c'est-à-dire que c'est ça qui fonde la famille. Et le bonhomme doit être le genre, c'est le seul qui a réussi dans la famille, donc il est entouré de quelques consommateurs qui ne produisent pas grand-chose, donc c'est le patron de la famille, et on estime qu'il faut qu'il ait l'enfant rapidement, et là ça devient compliqué. Moi, à la place du monsieur, j'allais convaincre ma femme pour lui dire, écoute. Non, le problème c'est que la femme ne voulait rien entendre. La femme a dit séance tenante. Donc, lorsqu'elle est quitté la piste pour aller au couloir, ou c'est pas moi, et elle disait que le monsieur devait aller appeler sa mère et dire à sa mère que ce que tu es venu faire là, c'est la sorcellerie. Je t'ai dit que je ne veux pas, ma femme ne veut pas d'enfant pour l'instant et tu dois arrêter ça. Donc c'est ce que la jeune mariée voulait. Et le mari, je vais leur dire que ce n'est pas le moment d'aller tenir ce genre de discours, ma mère, on va régler ça après. La femme a dit niet et elle est partie de la soirée. Je vais trancher de manière péremptoire. Dans ce Congo-ça, il y a deux possibilités. La première, c'est que la fille n'aime pas le monsieur. Elle ne l'aime pas. Elle ne l'aime pas et elle veut juste que le monsieur lui serve de tremplin jusqu'à ce qu'elle finisse ses études. Dès qu'elle aura fini ses études, elle va le quitter pour se remarier. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que la fille veut vraiment avoir l'enfant après ses études. Mais sauf qu'après les études, il y a le travail. Oui. Après les études, là, il faut commencer à travailler. Et le travail équivaut quasiment aux mêmes conditions que l'école. Donc il faudra également se dire, bon, peut-être qu'elle va se dire qu'elle va faire enfant à l'âge de la retraite et la ménopause vous guette à 40 ans. Et ça devient compliqué. Tout cela, c'est parce que l'homme a cédé au chantage. Quand vous êtes un homme et que vous donnez vos directives, vous vous dites à 20h, personne dehors. Après 20h, celui qui arrive après, tu peux faire un rappel, 2 rappels. La 3e fois, tu frappes la manière la plus forte. Il y a des mesures. Je pense que quand on vit avec une femme, il y a des règles que vous tracez. Si elle ne veut pas les accepter, vous cognez là où ça fait mal, vous cognez fort. Mais maintenant, si une fille vient me raconter cette histoire-là, que non, vraiment, j'ai fini mes études, on va faire l'enfant, quand je vais finir... 7 ans. Non, parce que le nombre d'années est important. Hein. Je vais t'écouter. 7 ans. On va finir, on va faire l'enfant, quand je vais finir mes études, je vais dire, ok, j'ai compris. Je te dis, bon, écoute, moi ma chérie, tu sais que je t'aime beaucoup. Hein, on est ensemble depuis 4 ans, je t'ai démontré mon amour, mais moi, avant de me mettre l'alliance, je veux un enfant. Et c'est à prendre ou à laisser. Je ne suis pas prêt à te quitter. Donc si tu parles à toi qui me quitte. Donc tu lui dis ça clairement, que là, il faut un enfant avant. Vous savez, l'enfant parfois est un gage. Hein, c'est-à-dire que quand une fille a déjà un enfant avec un homme, elle est liée à l'homme là-bas. Parce que si tu as un enfant avec une fille, vous êtes inséparables toute la vie. Hein. Parfait, et c'est là où tu es là, si tu as un enfant, quand la mère de ton enfant appelle, l'INSEE que c'est la mère de l'enfant, elle ne peut rien faire. Elle ne peut rien faire. Et même, on peut, à un certain âge, quand l'enfant a peut-être 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, se dit, gérer ça avec la mère, mais à un certain âge, l'enfant va débarquer à la maison. Il va vivre avec vous, elle va sans vous dire, écoute, maman ne se sent pas bien, tu es obligé d'aller voir la mère de ton enfant. Et vice-versa pour l'homme. L'homme, c'est... Vous savez comment il y a des gens dans certaines parties du Cameroun, si ici des parties en cette partie du pays, là on va dire qu'ils sont tribalistes, mais qu'est-ce que les gars font là-bas pour garder une fille? Dès qu'il va au village, il ramasse une fille, il vient ici, il pompe 3 grossesses rapidement à la fille et il reste tranquille. Et c'est que la fille ne peut plus le quitter. Nous allons résumer, selon moi, ce Congo-ça en un adage qui nous vient du côté de nos frères les Gaulois. C'est que lorsqu'on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. En réalité, visiblement, cette fille n'a jamais aimé ce bonhomme. Elle cherche juste un prétexte
Une touche pause s'impose. Je voulais, avant la touche pause, si tu permets, j'ai oublié un petit pan. Merci à la régie de m'avoir pas coupé. C'est l'attitude des deux. D'abord la mère. La mère, la belle-mère est la mère de la fille. C'est-à-dire que quand tu es la belle-mère d'une fille, tu dois te mettre, tu te dis que tu es sa mère. D'abord, elle a manqué de respect à cette dame, à sa belle-mère. C'est quoi en public? Non, la mère, il y a une provocation de la belle-mère. Tu vas pas l'acheter. Est-ce que tu es sûr que la belle-mère connaissait ces clauses? Elle connaissait, c'est pour ça qu'elle est venue avec ça. Parce que la belle-mère, tu vas acheter une poupée, tu as tout le temps, hein, à acheter une poupée, emballer la poupée, on demande les cadeaux, tu viens donner ça à une fille. Ça peut mettre une poupée, ça peut mettre une poupée qui est diabolique, que tu vas mettre là, puis en direct. Mais maintenant la réaction. On prend un enfant dans la salle, bébé. Maintenant la réaction de la fille, quel que soit ce qu'une personne qui vous dépasse en âge, quel que soit ce que votre supérieur hiérarchique, votre patron, votre père, votre grand frère vous dit en public, il faut toujours faire profil bas et aller lui dire après que vraiment, je n'ai pas aimé votre attitude, j'aurais souhaité que cela se passe ainsi ou comme ça. Ok, Francis, c'est juste qui monte à sa tête. Francis veut coller rapidement un petit commentaire. Alors, allons-y rapidement. Oui, rapidement pour dire que je vais dire tout le contraire de ce qu'Ernest a dit concernant l'éducation de la fille. Parce qu'il a dit, il a supposé que cette fille doit avoir été élevée dans une famille où l'éducation est la matrix. Je dis que c'est faux. Quand on était bien éduqué, écoutez, on ne peut pas manquer de respect à un aîné qui plus est votre belle-mère. Je ne parle pas de l'éducation qu'on reçoit des parents. Là, je parle de l'éducation entendue comme le passage de la nature à la culture, c'est-à-dire celle qu'on acquiert à l'école. Ok, là je vous le concède. Donc ça veut dire que là, vous pensez qu'à l'école on dit le contraire? Oui, encore une fois, à l'école, on ne vous demande pas de manquer de respect aux aînés. Voilà. Ça, c'est un manque de respect manifeste. Ça veut dire que ça, c'est le genre de belle fille qui peut même gifler sa belle-mère. Ah oui. Parce que si elle a fait, si elle ne l'a pas fait, certainement c'est parce qu'on était en public, il y avait beaucoup de personnes, machin. Je suis sûr que si ça avait été une affaire de 1 contre 1, elle lui aurait asséné soit un coup de poing, soit je ne sais pas trop quoi. Parce que vous voyez avec quel énervement il quitte la piste. Monsieur Boga, oui, après avoir bousculé ce cadeau. Il y a des belles-mères qui exagèrent. Qu'est-ce qu'elle a fait? Là, c'est un autre débat. Qu'est-ce qu'elle a fait? L'ouvrir ce matin. Un ami qu'une belle-mère a chiffonné? Non, chiffonné, j'ai même dit lynché avec des paroles. Merci. Nous marquons une touche pause et on reviendra pour la problématique de ce matin. À tout de suite. Merci de nous retrouver sur le plateau des dinosaures de l'information. Nous vous l'avons dit en début de ce programme. Nous nous arrêterons pour essayer de parler et d'analyser les paroles depuis un certain temps du président français Emmanuel Macron dernièrement, qui relevait encore que en Afrique, lorsque vous avez 6, 7, 8 enfants, il est très difficile d'atteindre le développement et que le sous-développement en Afrique était d'ordre civilisationnel. Quelques messages. Super Ernest, bravo pour cette image sur le bonheur. Tu as élevé le niveau. Certaines personnes vivent dans un futur qui s'éloigne tel un mirage et finalement ne vivent ni dans le présent ni dans le futur. On parle de procrastination. C'est signé Vigny. Autre message ce matin. Obama, la mère passe un message à la fille depuis... la mère dont passe un message à la fille depuis. Et apparemment, cette fille ne voudrait pas prendre ce message en considération. Je ne sais pas pourquoi les messages... Je pense que je vais faire comme Obama, mode avion, et là, ce sera bon. Ok. Cette fois-ci, nous allons lire la suite de ce message ce matin. Bon, je pense que je vais d'abord revenir sur le plateau. Trop de tracasseries depuis un certain temps. Martial Owona, Emmanuel Macron s'est encore adressé au continent africain en des mots durs. Vous êtes de ceux qui pensent que Emmanuel Macron ne voudrait pas dire au peuple africain ce qu'il veut entendre? Non, c'est pas question
dire ce que l'Afrique veut entendre, mais ne pas dire ce que l'Afrique veut entendre. Il faut d'abord comprendre le contexte dans lequel M. Macron le dit. Il parle de cette rencontre à Bamako et puis il donne une conférence de presse et puis dans la conférence de presse, pendant qu'on lui pose des questions, il répond, il dit ben attention, dans le premier niveau, on lui pose la question c'est celle de savoir faudra-t-il un plan Marshall, un nouveau plan Marshall pour l'Afrique et de combien de milliards d'euros ce plan Marshall là pourrait donc coûter. Et Macron, le président français, qui en répondant donc à la question, a commencé à parler. Et dans son envolée, il va déclarer que le défi de l'Afrique n'est pas un défi de plan Marshall ou bien un défi économique. L'Afrique est riche en sous-sol. L'Afrique est riche en ressources. L'Afrique est riche en matières premières. Le véritable défi de l'Afrique est un défi de civilisation et non un défi économique. Quand dans une famille, on a 7, 8 enfants, vous comprenez bien qu'il est très difficile à l'Afrique dans ce contexte-là d'évoluer. C'est la phrase qui a fâché. La phrase, quand dans une famille, on a 7, 8 enfants, vous comprenez qu'il est très difficile de parler de développement. Il y a une chose, c'est vrai, M. Macron l'a évoqué également dans son propos, parce qu'il a parlé également d'une Afrique, d'un défi civilisationnel et culturel. Mais la culture en Afrique n'est pas la culture en Europe, en Occident. La culture africaine n'est pas celle qu'on vit en France ou bien aux États-Unis ou bien en Angleterre. La réalité qui voudrait que lorsque les premiers colons arrivaient en Afrique, on leur a dit n'allez pas leur parler de Dieu, ils connaissent déjà Dieu. Parce qu'on avait déjà nos cultures, on l'appelle dans nos langues. En Afrique, on parle d'abord d'un défi numérique. Lorsqu'on nous dit que le problème de l'Afrique est un problème civilisationnel et que dans une famille, et je suppose que le Cameroun en fait partie, dans une famille, on voit une famille où il y a 7, 8 enfants. Mais est-ce que ça pose problème? La France, c'est combien de millions d'habitants? Mais la Chine, c'est 1 milliard. La France, mais elle est non, je ne veux même pas là-bas. Non, la Chine, c'est un enfant par foyer. La France, c'est plus de 100 millions d'habitants. La France, c'est au moins une soixantaine de millions d'habitants. Mais le Cameroun, c'est à peine 20 millions. Et vous nous demandez de ne pas occuper les terres? C'est de ça qu'il s'agit. Le véritable problème de l'Afrique n'est pas un problème de numérique en termes humains. Le problème de l'Afrique est un problème de néocolonialisme. Il faudrait également aussi, je me serais peut-être attendu à ce qu'on dise que non. Le problème de l'Afrique, c'est que comme nous prenons leur bois à l'état brut, nous venons transformer ici, on le leur revend sous forme de cahiers. Comme nous prenons leur matière première dans le sous-sol, on vient transformer celle-ci, on leur vend les mêmes bijoux, les mêmes ventes, ainsi de suite, ainsi de suite. Je me serais attendu à ce que ce soit ce qui soit dit, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et il me semble que on est un peu à côté de la plaque. Hein. Il faut comprendre les enjeux de l'Afrique et également aussi de l'Europe. Lorsqu'on veut parler de développement, tout le monde le sait très bien, c'est pas une question de numérique. On a des problèmes de développement en Afrique parce que justement, notre argent en Afrique est logé dans le compte d'affectation, dans le compte d'opération à Paris. C'est ça qui fait problème. On ne peut pas être en Afrique. Macron a répondu à cette question. On ne peut pas être en Afrique. Marcel, je vous relance. Si vous n'êtes plus d'accord, et les accords de Brazza le stipulent, d'être dans la zone franc, vous quittez. Il a même pris quelques exemples de pays africains qui l'ont fait. J'ai horreur des hommes qui disent à la femme tous les jours sors de la maison en sachant très bien qu'elle ne peut pas sortir. Mais pourquoi elle ne sortirait pas? Parce que justement, on ne va pas de ce côté-là parfait, vous allez m'embrouiller. Donc, je vous dis, lorsqu'on parle du compte des opérations, lorsqu'on parle de la gestion de la question des ressources minières, Monsieur Laurent Gbagbo, il a été chassé du pouvoir, pourquoi? Pourquoi il a été chassé du pouvoir? Creusez les dessous de cette affaire et vous comprendrez qu'à la réalité, tout ce que M. Macron a dit n'est pas ça. Ce n'est pas vrai. Très bien. On peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer. Ce n'est pas vrai. Monsieur, l'autre, comment il s'appelle? Le président gabonais, l'actuel. Omar Ali Bongo, voilà. Le problème qu'Ali Bongo a failli avoir là, c'était à cause de quoi? Mais il faut qu'on arrête avec l'hypocrisie politique. Merci. Francis Bonga,
Martial s'en prend au président français. Il estime d'ailleurs qu'il faudrait qu'on arrête avec ce qu'il a baptisé l'hypocrisie politique. Vous pensez que Macron fait dans cette hypocrisie, ou alors Macron est le style de président offensif et qui parle tête-à-tête avec ses éventuels partenaires? Vous savez, je ne sais pas où est-ce que j'ai lu de belles phrases qui m'ont rappelé un certain nombre de choses. Et dans ces belles phrases, je crois que c'est toujours, je crois que cet élément de Péguméon finalement. Décidément qui t'inspire ce matin. Qui m'a beaucoup inspiré ce matin. Disons quand même que le discours de Sankara a été prononcé du côté de l'OUA, l'ONU. C'était aussi bien avant 80, hein, parce que Sankara lui-même vient au pouvoir, je pense, en 84. Et donc, et il s'en va en 87 lorsqu'il était assassiné. Que j'écoutais avec beaucoup de bonheur ce matin, Sankara disait justement que s'il avait été avec ceux qui concevaient la Bible, il aurait fait une Bible pour les riches, une Bible pour les pauvres. Et pourquoi? Il aurait fait un Coran pour les riches, un Coran pour les pauvres. Il aurait fait. Il dit que parce qu'effectivement, les riches ne voient pas les choses de la même manière que les pauvres. C'est-à-dire, c'est aussi simple que cela puisse paraître. Quand Macron vient nous dire de limiter les accouchements, il est dans un contexte qui ne peut pas lui permettre justement de favoriser l'accouchement. Vous connaissez une personne qui elle-même n'a jamais mis au monde un enfant. C'est-à-dire qu'il n'a jamais mis au monde, ce n'est pas une insulte, mais c'est le cas. N'a jamais mis au monde un enfant, n'y songe même pas. Alors vous pensez que cette personne peut avoir quel genre de discours vis-à-vis de ceux qui ont les enfants? S'il ne met donc pas d'enfant au monde, c'est pourquoi? Est-ce parce qu'il n'a pas de quoi lui donner à manger? Quelqu'un peut-il répondre à la question? Est-ce parce qu'il n'a pas de quoi lui donner à manger? C'est un problème de principe. C'est un problème de principe. Il ne faut donc et de culture. Et de culture. Il ne faut donc pas qu'il fasse comme si son principe doit être pris comme exemple par les peuples africains. C'est pas possible. Et sur le plan culturel, en Afrique, on sait fondamentalement que la première richesse d'un homme, ce sont les enfants. C'est la première richesse. C'est avec l'évolution justement du monde qu'on a commencé à entendre parler de planning familial où il faut limiter les accouchements et tout le reste. Ce qui n'est pas complètement mauvais, parce qu'on se dit quand même qu'avec la récession économique mondiale, il faut faire le nombre d'enfants que tu peux élever. Nous sommes d'accord, comme pour reprendre les internautes qui disent Jédapoulise. Mais maintenant, il faut dire que sur le plan du principe africain, un homme qui n'a pas d'enfant, souvent, est regardé de travers. On se pose des questions. Est-ce que c'est vraiment un homme? Est-ce que ce monsieur... Et chaque fois même, quand vous allez vous retrouver dans une assemblée, et qu'on se souvienne que vous n'avez pas d'enfant, parfois ici, on va vous regarder bizarrement. Vous voulez être président de ceci. Vous allez parler à qui? Puisque vous n'avez jamais pu manager une simple cellule familiale de 3 personnes. Ou encore peut-être 2 personnes parce que vous avez peut-être une femme. Mais vous n'avez pas d'enfant. Ça veut dire que vous n'êtes véritablement pas un homme. Donc il faut qu'ils sachent, ceux qui viennent nous tenir ce genre de discours, il faut qu'ils sachent que l'Afrique aussi a ses principes. Et qu'à partir de ça, on ne peut pas quitter nos principes parce qu'on veut épouser un principe qui pour nous n'est pas avantageux. Oui, il va nous parler parce qu'effectivement, il met cela dans le cadre de ce qu'il appelait la pauvreté. C'est-à-dire, plus vous faites les enfants que vous ne pouvez pas élever, que vous ne pouvez pas éduquer, que vous ne pouvez pas avoir à l'école, plus vous vous mettez dans une situation inconfortable. Et cela a une incidence sur votre bien-être, sur votre mal-être. Très bien. Il estime donc que les Africains, s'ils limitent cette affaire d'accouchement, peuvent mieux s'en sortir. Mais j'ai dit, c'est pas à ce niveau que se situe le problème. Parce que comme le disait encore quelqu'un hier, j'écoutais une émission sur Vision 4, le Cameroun est un tout petit État, 24 millions d'habitants. Pendant qu'on vous dit donc là-bas, c'est près de 100 millions. Vous prenez la RDC, un demi-continent, près de 70 millions d'habitants. Vous pensez donc que pour un pays qui n'a que 24 millions d'habitants, on a besoon de songer à limiter les accouchements, alors qu'il y a des terres qui sont libres, il y a des espaces qui ne sont pas occupés. C'est pas possible. Merci. Sur la plaidoirie d'un bon Africain qui voudra avoir le maximum d'enfants possible. S'appuyant d'ailleurs sur cette thèse africaine qui voudrait qu'on dise que les enfants
c'est la richesse. Ernest Obama, lorsque vous observez quand même les agissements de Macron depuis un certain temps, des propos forts. Macron ne met pas les gants pour parler au continent africain. Comment entrevoyez-vous les relations Macron-Afrique pour le futur? Oh, décidément, Ernest Obama. Oh, la gorge. Je vais l'aider, hein. La gorge. Bon, en attendant que vous puissiez tousser... Allez-y, Martial. Le plan Marshall était un plan de reconstruction dans les pays qui avaient leurs équilibres. Ça veut dire qu'en Afrique, on n'a pas d'équilibre. Qui avaient leurs frontières, ça veut dire que les pays africains n'ont pas de frontières. Qui avaient leur stabilité, ça veut dire que les pays africains n'ont pas de stabilité. Le défi de l'Afrique, il est totalement différent. Il est très profond. Il est un défi culturel et civilisationnel. Merci. Bon, je vais parler, même si... On te souhaite beaucoup de courage. Le studio a été nettoyé il y a... Donnez-moi de l'eau, monsieur Angoula, si vous permettez. Mais pourquoi ce n'est que vous qui avez ces problèmes? Ouais, moi, je suis convalescent. Ce n'est que votre côté qui a été nettoyé, Ernest Obama. Quand je vais parler... Votre potion magique. Vous avez dit de mâcher le njinja, mais vous n'avez pas suivi. On ne va pas vous montrer en train de boire cette eau de peur de faire la publicité. D'accord. Bon. C'est le live, hein, c'est le direct. Allez-y, Ernest. Ce que je veux dire, c'est que les Africains m'amusent. Ah bon? Ah oui, quand j'entends Bonga parler, je suis mort de rire. Parce que... Oui, continue de rire. Vous avez parlé, je vous ai écouté. Parce qu'ils sont toujours... Ils font comme à l'époque où il fallait démontrer qu'on avait une philosophie africaine. Ils balançaient n'importe quoi pour dire que voici notre philosophie. Monsieur Bonga, les naissances ou les enfants étaient des richesses en termes de nombre. Pourquoi? Parce que à l'époque, mon grand-père avait 19 femmes. Il avait toutes les rivières du village lui appartenaient. Toutes les terres lui appartenaient et on les cultivait. Quand on avait 19 femmes et que chacune avait au moins 3 ou 4 enfants, ça devenait une main-d'œuvre immense. Il y a donc des gens comme Bonga qui vivent en ville. Je ne sais pas combien d'enfants il a, j'ai pris un exemple. Hein. Des gens qui ont 7, 8 enfants, qui s'en prennent à Macron, disent que... Excusez-moi. Ah. On ne va pas continuer à ces rythmes. Hein? Ah ouais, c'est compliqué. Je pense que vous allez parler maintenant demain. Non, ce que Macron dit, la culture est différente. La civilisation apparaît dans le microcosme livresque, au milieu du XVIIIe siècle avec Mirabeau. C'est le passage de l'état de nature donc à ce qu'on peut appeler l'état civilisé. Ça, c'est la civilisation. Mais la culture elle-même, la culture africaine, elle promeut justement ce que M. Bonga disait, les naissances. Parce que l'enfant est considéré pas comme... de limitation de naissance, pas de planning familial. Est considéré comme la richesse. Mais sauf que l'Afrique aujourd'hui est une Afrique qui a perdu ses repères. On ne vit plus comme des Africains. On est resté africain de peau. On a quelques bribes de nos cultures, mais nous sommes européens. Et c'est là que la déclaration de Macron prend toute sa valeur. On ne peut pas avoir 8 enfants, gagner 100 000 par mois et dire que je suis africain alors que tu vis à Yaoundé. Et ça devient un problème. Un problème pour toi, un problème pour la société, un problème pour le pays. Parce que quand l'enfant tombera malade, on va aller cogner chez parfait ici qui est le voisin, chez un oncle qui est bien placé dans la société, et ça devient un problème pour lui à la longue. Et c'est pour ça que Macron nous rappelle que notre problème c'est la civilisation. Vous pensez que Macron est bien placé pour s'attaquer à la civilisation africaine? Il ne s'agit pas de la posture de Macron. Macron ne s'attaque pas à la civilisation africaine. Il faut faire la différence entre la civilisation et la culture. Nos cultures, on les connaît, et je suis d'accord avec M. Bonga. Que nos cultures prônent que nous ayons beaucoup d'enfants, que nous soyons polygames. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut être polygame à Yaoundé si on a 100 000 francs par mois et que chacune des femmes a 7 enfants? Et c'est là qu'intervient donc la civilisation. Parce que pour Macron, notre culture c'est l'état de barbarie. Et la civilisation... Ça c'est une insulte. Ben oui, pour les Européens. Ce n'est pas normal. Hegel l'a dit, mais je pense que même le Sénégalais... Même Sarkozy également l'a insulté les Africains. Même le Sénégalais Senghor l'a dit, et quand il parle de monsieur qui est avec la raison Hélène. C'est pour dire, je vous dis, que pour eux, la culture africaine... Vous savez que Senghor c'est un petit français. C'est normal qu'ils disent des choses pareilles. Et il fallait également contenter le colon.
Pour le respect que j'ai pour Senghor, je ne le dirais pas. Non, lui-même n'avait pas le respect pour les Africains. En ces termes. Lorsqu'il dit que l'émotion est nègre, la raison est laine. Nous oublions, nous Africains, pour chuter en espérant que la tu ne viendra pas m'interrompre, oublions que M. Macron a une femme de plus de je ne sais pas quel âge. Oublions Qui que ne peut plus faire d'enfant, Macron n'est-ce pas? n'a pas d'enfant. Oublions que Macron est jeune. Prenons ce que Macron dit au sérieux. Ok. Qu'est-ce qu'il dit Parce de que nouveau? ce que Macron dit est vrai. Et je suis d'accord avec Macron. Qu'est-ce On ne qu'il y a peut de pas nouveau? avoir 7 enfants. Alors on vit à Yaoundé, on ne gagne pas bien sa vie. Vous devenez un problème pour la société. Mais c'est pas nouveau. Merci, Si vous permettez que je le Oui, redise. allez-y Ce n'est rapidement. pas, c'est un discours qui n'est pas nouveau. Vous savez qu'avant que Macron n'arrive au pouvoir, avant même que Sarkozy n'arrive au pouvoir, le Cameroun a commencé à importer les concepts tels le planning familial. On n'a pas depuis une vingtaine et qu'on a même épousé en disant nous sommes d'accord que les gens fassent les enfants maintenant en fonction de leurs avoirs. Mais c'est la façon dont Macron parle. Il parle comme si avoir un enfant est un problème. Je dis ce n'est pas un problème. Je dis vous pouvez, je dis ceci. Oui, allons même sur la base, le principe du nombre. Si vous gagnez 100 000 francs CFA, parfois vous voulez pouvoir avoir 4 enfants. En tant qu'un Africain qui gagne 100 000... Il a commencé à 6, hein? Il a dit 7, 8 enfants 6, dans 7, une il a dit famille. 6, 7. Merci. Oui, mais quand il parlait, il ne parlait même pas du volet économique. Pour lui, c'est le trop plein. Il ne veut pas savoir combien vous gagnez. Quand il le dit, je dis quand lui il le dit. Un enfant. Ernest, l'Afrique est pauvre parce qu'elle a beaucoup d'enfants. Non, l'Afrique actuelle a des problèmes parce qu'il y a des familles qui consomment et qui ne produisent pas. Quand vous avez 7 enfants et que vous gagnez 100 000 francs par mois, que vous devez payer votre appartement ou studio à Yaoundé à 40 000 et que vous devez payer les écoles, ces enfants-là, vous ne pouvez pas supporter et vous devenez un problème social. En Afrique, on dit, ça tombe bien comme tu tousses, en Afrique, on dit que si Dieu... Non, ça me permet de te relancer, comme vous parlez beaucoup. En Afrique, on dit justement que si Dieu nourrit les oiseaux du ciel, à plus forte raison les humains. Ah, mais bien sûr. Comme Dieu nourrit les oiseaux du ciel, le président Biana n'a pas besoin d'aller au FMI pour prendre de l'argent. Mokaze n'a plus besoin de signer des emprunts ou bien à la mine, il ne ferait plus d'emprunt obligataire. On attend le Dieu du ciel. Seigneur, viens nous donner à manger au Cameroun. Non, parfait. Ça, c'est le passé. Il ne faut pas être passéiste. Hein. Aujourd'hui, tout doit être planifié. On planifie tout. Je suis d'accord avec Macron. Martial Ona, vous êtes également d'accord avec Macron? Vous savez, je suis de ceux qui pensent que en Afrique, on a nos cultures. Eux, en Europe, ils ont leur culture. C'est pour cela qu'en Europe et en Afrique, il y a des mots qui existent là-bas et qui n'existent pas en Afrique. Le terme planning familial n'existait pas en Afrique. Dites-moi ça en votre On a même sorti une chanson. Hein. Dites-moi ça en votre langue. Familial. Non. Dis-moi planning familial en néon. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le mot homosexualité n'existe pas dans l'Afrique. Le mot secte n'existe dans aucune langue africaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont leur culture, nous avons la nôtre. Merci. Si notre culture voudrait qu'on ait beaucoup d'enfants, on les a. Si la leur veut qu'ils aient chacun un enfant, ils sont libres de l'avoir, mais que personne ne cherche à imposer sa culture à l'autre parce que le moment de la colonisation, il est terminé. Elle s'appelle Sidoine Monkam. Elle nous vient de la région de l'ouest du pays. Elle vous donnera l'information dans pratiquement 7 minutes. C'est pour le compte du journal de 12 h. Jean-Jacques reprendra l'exercice ce soir à 20 h. N'oubliez pas de retrouver Kapeski à 15h30. Journal en anglais à 16 h. À 18 h, Passerelle avec Visley Oye. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs? Agrève sur le programme sur Vision 4.
Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Vision 4, la télévision africaine. À partir de Yaoundé, nous tutoyons le soleil. C'est un début de semaine. Nous sommes justement lundi et ce matin, nous marquerons un arrêt sur les propos du président français Emmanuel Macron, depuis un certain temps, qui a décidé de parler du développement en Afrique. Vous vous rappelez encore de ses propos sur le franc CFA. Macron estimait alors que le franc CFA ne saurait faire être le problème du sous-développement pour le continent africain. Il pensait par la même occasion que si les Africains n'étaient pas d'accord à être dans le franc CFA, en tout cas pour ceux des Africains qui appartiennent à cette monnaie, ces Africains étaient libres de quitter de la zone franc. Il a d'ailleurs pris l'exemple de la Mauritanie et maintenant du Malgache. Et ce n'est pas tout. Et ce matin, et c'est ce qui nous intéressera, Macron estime qu'en Afrique, lorsque nous avons encore des familles qui ont 7, 8, 9 enfants, vous comprenez que le problème du sous-développement en Afrique est civilisationnel. Dixit, président français Emmanuel Macron. Que pensez-vous des propos d'Emmanuel Macron ayant trait au développement en Afrique? C'est la problématique de nos échanges ce lundi matin. Ils sont en poste, les 4 dinosaures de l'information. Martial Oona vous livrera tout à l'heure la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Francis Bertrand Bonga, comme d'habitude, détiendra l'exclusivité du Congossa du jour. Une histoire épique et bien épicée vous sera racontée pour votre plus grand bien. Ernest Obama commentera et analysera. Parce que vous regardez Vision 4, vous êtes des téléspectateurs privilégié. Ernest Obama, bonjour. Bonjour Parfait Haïti, bonjour aux nombreux téléspectateurs de Vision 4 Télévision. Je voudrais faire un clin d'œil au ministre. Il y a quelques problèmes, tousser normalement, hein, tousser, c'est bon. Elvis Bollet, qui est un fidèle téléspectateur du programme Tour d'Horizon, qui me l'a encore confirmé hier. Je voudrais saluer la présence à Yaoundé au Cameroun de Sam Bende, c'est lui qui est le PCA de la Cameroun Music Corporation, et donc la signature, il y a une signature importante d'un partenariat ou d'un contrat qui est annoncé aujourd'hui à 13h à l'hôtel Djega Palace de Yaoundé. Je pense que nous y serons. Et j'ai dit également bonjour ce matin au jeune footballeur Emmanuel Ongba Obono, qui est mon neveu, qui évolue à Hercules et en Espagne. Bonjour et bienvenue sur Vision 4 ce matin. Sambédé est donc bel et bien au Cameroun, au Djega Palace ce jour à partir de 13h. Se passera probablement quelque chose d'historique. Les informations en notre possession font état de ce qu'il y aura une grande signature de convention entre la Cameroun Music Corporation et une autre instance. Et cela fait suite aux hautes directives du Premier ministre chef du gouvernement, Yan Filemon. Tout à l'heure, à partir de 13h, du côté de Djega Palace, tout ceci a pour objectif de mettre sur pied des mécanismes devant aboutir à la constitution d'une nouvelle société de droit d'auteur et du droit voisin dans la catégorie B, art musical. Francis Bonga, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour Ernest, bonjour également Martial. Je voudrais dire un bonjour sympathique ce matin à tous les téléspectateurs de Vision 4. Je voudrais penser notamment à ceux qui sont retrouvés nombreux ce week-end au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé pour vivre ce qu'on a appelé la World Grand Prix. C'est une compétition organisée par la Fédération internationale de volleyball et le Cameroun qui a intégré le top 30 des meilleures équipes nationales de volleyball en version féminine a donc eu l'honneur d'accueillir justement ce regroupement. Mais avec une moisson bien maigre. Oui, une moisson. Des coccinelles qui allaient en congé. Le journal revient justement sur la réduction du train de vie de l'État et le journal parle notamment des subventions qu'il faut alléger en parlant notamment d'une dizaine d'établissements publics administratifs qui bénéficient chaque année à coût de centaines de milliards de francs CFA de subventions au nom de l'État. Et le journal pense tout simplement que s'il faut réduire le train de vie de l'État, il faut commencer par réduire les dépenses de ces subventions que et le président de la République a d'ailleurs bien fait de le dire. Il ne faudrait plus faire attention à ces allocations. Il faut bien qu'elles s'arrêtent.
Il faut donc réduire le train de vie de l'État, effectivement, au Cameroun, le pays que dirige son Excellence Paul Biya. On a quand même la nette impression, Ernest Obama, que vraiment du côté de l'administration, l'argent coule à flot pour peu que vous soyez chef de service. Je n'ose même pas parler des directeurs de nos administrations centrales, les véhicules V8, V6, je ne sais plus V combien. Un seul véhicule, on te parlera de 70, 80, 100 millions de francs CFA. Lorsqu'on vous parle du budget, des séminaires, des colloques, des symposiums organisés chaque année, les frais d'émission, les bons de carburant, est-ce qu'on n'estimait pas quand même que c'est un peu trop pour un pays pauvre et très endetté? Oui, c'est un peu trop. C'est vrai que j'ai longuement suivi hier moi-même les explications de quelques experts que nous avions dans le cadre de l'émission Club d'élite, qui disaient au contraire qu'on ne devrait pas réduire les dépenses, mais qu'il fallait dépenser utile. Au-delà, ils étaient tous d'accord sur la question de ces dépenses qui sont liées notamment à l'achat des véhicules, aux frais d'émission, aux emplois fictifs et tout ce que cela comporte. Mais pour y arriver, je pense que certains devraient briller par l'exemple, comme on le dit souvent, que l'exemple vient d'en haut. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas en ce qui concerne le train de vie de l'État au Cameroun. Au-delà de l'État lui-même, il y a également cette élite princière, si on peut l'appeler ainsi, c'est que M. Sanga Nyamding appelle l'élite comprador, c'est-à-dire une élite qui achète tout, qui a tout. Parce qu'on s'est quand même rendu compte en suivant de près l'opération Épervier qu'il y a des ministres qui ont des fortunes qui sont largement au-dessus de certains ministères. Un ministère comme le ministère de la Communication, sauf erreur de ma part, a moins de 10 milliards. Le ministère de la Culture a moins de 5 milliards. Le ministère de la Communication, je crois 4 milliards. Voilà, on parle de 4 milliards. Marcel a certainement les chiffres exacts. Alors que, il me semble, actuellement, il y a un directeur général d'une entreprise parapublique qui est poursuivi au tribunal criminel spécial. On lui réclame pas moins de 103 milliards de francs CFA. Donc, c'est pratiquement le budget sur 20-25 ans du ministère de la Communication que ce monsieur a peut-être, puisqu'il n'est pas encore reconnu coupable, a peut-être mis de côté pour sa propre famille. Je pense que la réduction du train de vie de l'État, elle commence par le budget. Elle passe également par des décisions politiques. Xavier Messi proposait hier, par exemple, qu'on revoie le nombre de ministres au Cameroun. Actuellement, au Cameroun, on a une 60aine de ministres. J'ai eu le privilège d'interviewer le ministre gabonais de la Communication, Jean-Claude Bilé-Bizé, et vous vous rendez compte qu'il est ministre de la Communication, ministre de l'économie numérique, ministre des Arts et de la Culture, ministre de... Il a pratiquement 5 ou 6 ministères qu'il dirige. Et quand on dit ministère, si on était au Cameroun, il dirigerait plusieurs ministères. Des pays qu'on considère comme petits, comme la République centrafricaine, il y a très peu de ministres. Même en France, il y a très peu de ministres. J'en venais. La France, l'Allemagne, les États-Unis ou les pays développés. Si on fait une ratio entre un ministre par population, vous verrez que la population en France, on est très loin, mais alors très très loin de nos 20 ou 22 millions d'habitants. C'est plus de 100 millions d'habitants. Mais la France, il me semble que le gouvernement de M. Philippe Edouard, sauf erreur de ma part, a moins de 20 ministres. Alors qu'au Cameroun, on a une 60aine de ministres. À une époque pas lointaine, un ministère comme le ministère de l'Éducation nationale regroupait l'enseignement secondaire, l'enseignement de base et même certaines autres... la formation professionnelle était également là-bas. Vous avez vu, on avait le ministère des Sports et le ministère de la Jeunesse et des Sports. Aujourd'hui, on a éclaté. Sport et éducation. Oui, il faut dire que c'est l'élimination pour... Élimination, c'est un tournoi qui se déroule par regroupement. Un autre regroupement commencera mardi, je crois demain, du côté de Trinité et Tobago. Et donc, l'équipe nationale du Cameroun est en partance pour Trinité et Tobago. Il faut le savoir, c'est à la fin justement de ces tournois qu'on va faire le bilan. Pour le moment, ce qu'il faut dire... Il m'a dit que les Lions ne seront pas de ce côté-là. Non, les Lions vont à Trinité et Tobago. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, on s'est rendu compte lors de ce tournoi que le niveau des Lions est un très bon niveau sur le plan africain. Mais il faut savoir que quand on affronte les sélections qui ont une durée
sur le plan international, eh bien, il y a problème parce qu'il y a de l'expérience. Le Venezuela, la France, c'est des équipes qui sont au niveau du ranking mondial depuis plusieurs années. Alors, c'est vrai que quelqu'un nous dira que sur le plan du classement mondial, le Cameroun est mieux classé que le Venezuela. On ne comprend pas comment est-ce que c'est le Venezuela qui vient taper le Cameroun. Les gens oublient que sur la durée, le Venezuela a passé un peu plus de 15 ans au ranking international, donc dans le top. Le Cameroun ne vient que d'intégrer le top et il est donc possible que quand les deux sélections comme cela se rencontrent, que le rapport de force tourne en faveur de l'équipe qui est plus expérimentée. Donc je souhaite dire un bonjour ce matin à toutes ces équipes qui sont au Cameroun et à la qualité de l'organisation, parce que pour une première, je crois que c'était un coup de maître de la Fédération camerounaise de volleyball sur le plan organisationnel. On a eu envie de dire que la fédération est habituée à ce genre de grands événements, pourtant ce n'était que la première fois. Je voudrais également ce matin dire un bonjour aux footballeurs. On a appris ce week-end que l'UNIFAC, la Coupe de l'UNIFAC sera de retour. Il y a d'ailleurs eu des élections qui ont consacré un nouveau président à la tête de l'UNIFAC. Vous savez qu'à l'époque, c'est le président Iyad Mohamed qui était président de l'UNIFAC. Je me souviens que notre ami Sali Issa était le point focal dans le secrétaire permanent de l'UNIFAC au Cameroun. L'âme a changé d'épaule et désormais, le Cameroun va accompagner les autres pays de la sous-région dans la concrétisation de ce football jeune que les pays africains ont toujours mis en avant, même si au Cameroun, il a de la peine à décoller. Merci Francis. Martial Orona est également en poste. Martial, bonjour. Bonjour parfait, bonjour à Francis, bonjour également à Ernest. Je voudrais dire bonjour ce matin à tous les évêques donc, du Cameroun et même d'Afrique centrale qui sont justement réunis au Cameroun dans le cadre de leurs travaux, mais pas dans le cadre de l'affaire Monseigneur Bala, même s'il faut-il le rappeler, l'affaire Monseigneur Bala continue de hanter un tout petit peu les travaux de cette conférence des évêques d'Afrique centrale. Le fantôme donc de Monseigneur Bala probablement hantera ces travaux des évêques de l'Afrique centrale qui se réunissent, ces évêques-là, à partir de ce jour. C'est du côté du palais de congrès de Yaoundé. Vous aurez les images et tous les commentaires y afférents ce soir dans le cadre de notre journal de 20h. On sait également que le président de la République, en principe, devait ouvrir cette grande cérémonie, mais selon certaines sources, il sera représenté par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi. Qu'est-ce qui vous fait sourire? Non. Vous avez souri? Ben, j'ai fait une mimique. D'accord, ça va, c'est bon. Nous allons donc vous repasser la parole. Ce sera pour nous donner la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Enquêter est un risque écrivain de voir l'anecdote en kiosque dans sa version Nouliouka, justement enquêté autour de l'affaire de Monseigneur Bala, et le journal de Jean-Pierre Amougou Belinga revient justement sur le sujet et nous renseigne donc aujourd'hui qu'un collectif d'avocats s'est donc désormais constitué et la plainte devra donc être déposée ce jour ici même à Yaoundé. Les avocats vont porter plainte pour assassinat. C'est la décision qui a été prise samedi dernier du côté de la colline Volier, ici même à Yaoundé, alors que tous les évêques y étaient justement réunis. Un collectif d'avocats qui a donc décidé de voir clair dans cette affaire-là, et surtout le diocèse de Bafia et ainsi que l'église vont donc se constituer partie civile dans cette affaire-là. C'est la grande une du journal Anecdote pour qui enquêter un risque et écrire un devoir dans sa parution de ce jour. L'essentiel du Cameroun parle également aussi de l'affaire Monseigneur Bala en nous rappelant justement que l'enquête se poursuit malgré le communiqué qui a donc été rendu public par le président de la cour, par le procureur général après la cour d'appel donc du centre, Jean-Fils Ntamak. L'enquête se poursuit parce que, précise-t-il, il y a d'autres choses qui pourraient permettre de voir un peu plus clair dans la mort de l'évêque de Bafia. Le journal parle notamment des examens médicaux qui ont donc conclu à une mort probable, le journal insistait bien sur le mot probable de l'évêque par noyade, et le journal de réitérer d'ailleurs que les investigations suivent leur cours à en croire les propres mots contenus dans le communiqué de Jean-Fils Ntamak. Le Jour en parle également aussi de cette affaire-là, nous rappelant
Donc aujourd'hui que l'Église a reprécisé sa position, les évêques persistent et signent. L'Église a reprécisé sa position concernant donc le communiqué de Jean-Fils Ntamak, le procureur général de la Cour d'appel du Centre. L'Église a donc reprécisé sa position. C'était donc samedi dernier du côté d'Envolé, justement, où Monseigneur Cléda a réaffirmé justement que pour l'Église, Monseigneur Jean-Marie Bala a été assassiné et lumière doit donc être faite sur cette affaire-là. Le quotidien L'Épervier essaie donc de comprendre pourquoi est-ce que Monseigneur Bala a été assassiné. Le journal de nous révèle aujourd'hui qu'il s'agit de la guerre du cardinalat. La guerre du cardinalat, on le sait, avec Monseigneur Christian Toumi, qui est désormais à la retraite. Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, qui était pressenti pour occuper le poste, a tout simplement été assassiné, à en croire donc l'Église. Et le journal de nous repréciser que certains hommes de Dieu seraient-ils des bourreaux de celui qui était pressenti pour être le nouveau cardinal du Cameroun? C'est une question fondamentale que le journal pose ce matin, parlant toujours de ce communiqué donc de Monseigneur, du procureur général près la Cour d'appel du Centre. Le quotidien, le Tri-hebdomadaire le soir en parle également dans sa parution de ce matin. Le Tri-hebdomadaire le soir donne d'ailleurs la parole au mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, qui dénonce donc le rapport qui a donc été rendu public par Jean-Fils Ntamak. Le journal pense tout simplement qu'on espérait pour une fois que après des enquêtes et des résultats autour de l'autopsie, que la vérité allait être dite, mais malheureusement déplore le MRC de Maurice Kamto, rien n'a été fait, comme avec les sœurs de Djoum, comme avec Anthony Fonté, comme avec Angèle Benvin, sans oublier bien sûr Joseph Mbassi. Le journal pose justement la question de savoir jusqu'où va-t-on aller avec cette série noire dans l'Église catholique. Jusqu'où ira-t-on avec cette série noire au sein de l'Église catholique? C'est la grande question que le journal pose dans sa parution de ce matin. La Nouvelle en parle également aussi, en parlant notamment des évêques qui acculent le gouvernement. Les évêques acculent le gouvernement. Ils ont donc réaffirmé leur position ce week-end et entendent d'ailleurs le rappeler, le réitérer lors des travaux qui se dérouleront donc au Palais des Congrès ce jour. Mais la grande une du journal La Nouvelle est bien sûr consacrée à ce transfert illicite des capitaux. Le journal parle d'un peu plus de 4 000 milliards de francs CFA qui sont donc sortis illégalement du Cameroun en moins de 5 ans. Le journal parle notamment d'un subtil coup d'État scientifique de l'actuel patron des finances donc du Cameroun. Le Tri-hebdomadaire le soir, lui, revient sur le satisfecit de l'aéroport international de Garoua, en parlant notamment des travaux qui ont été refaits de ce côté-là et qui vont coûter la bagatelle, qui ont coûté un peu plus d'1 milliard de francs CFA à l'État du Cameroun. Mais la grande une est bien sûr consacrée au gouvernement, au Parlement, autant pour moi, au Parlement camerounais, qui vient donc de voir sa session de juin aller donc à son terme. Le journal parle notamment d'une session à scandale qui a donc été clôturée vendredi dernier du côté du Palais des Verts de Ngouaekele, et on termine cette revue de la presse avec notamment Cameroun Tribune qui est en kiosque et qui, au-delà... L'éducation physique, il ne sait pas s'il y a une réelle différence entre le sport et l'éducation physique. On a oui, il y a une différence. Laquelle? Le sport visait la performance, alors que l'éducation physique, c'est juste pour la forme. C'est quoi l'activité principale? Je n'en sais rien. On vise la performance en faisant quoi? En faisant le sport. Non, on ne fait pas le sport. Quand on parle de sport, c'est la performance. Maintenant, l'éducation physique, c'est pour votre bien-être. Ce que je vais vous dire en d'autres termes parfaits ici, c'est que on vise la performance en faisant ce qu'on appelle l'éducation physique. C'est-à-dire qu'en faisant c'est le sport qu'on fait. Mais ce sport-là, c'est ça qu'on appelle éducation physique parce qu'il n'a pas vocation à obtenir des résultats. Donc c'est pratiquement la même chose. Et on peut revenir, si on a un ministre de l'éducation nationale, par exemple, on a M. Ngalé Bibé, on a Mme Alim... comment il s'appelle, le ministre de l'enseignement secondaire, qui peut être directeur. C'est Adja Alim, non? Voilà, directeur de l'éducation de base. On a un directeur de l'enseignement secondaire. On peut même avoir un directeur de l'enseignement supérieur, mais on a un grand ministère de l'éducation nationale avec un seul ministre. Vous imaginez parfois ici, on aura réduit d'abord, les Prado à acheter pour les ministres. Une Prado coûte en moyenne 80 millions de francs CFA. On va réduire le nombre de Prado. L'hôtel particulier du ministre, tout ce que cela comporte. Il y a des réductions qui seront faites qui vont nous permettre de gagner plus. Il y a également, ce dont parle Cameroun Tribune ce matin,
Les entreprises dites budgétivores. Je sais pas vous avez des problèmes ce matin. Je suis malade. Et c'est pas un crime d'être malade. Ne faites pas comme Macron, monsieur, ici. Il y a des entreprises dites budgétivores ou des structures. Certains aujourd'hui plaident pour que le Sénat soit purement et simplement dissous. Parce que réellement, depuis la mise en place du Sénat, on n'a pas eu l'impression que la démocratie camerounaise a avancé. Hein. C'est toujours comme ce vélo qu'on a au salon là, qu'on pédale ou pas, il est sur place. Ça ne change réellement pas. On aurait pu rester avec l'ancienne nomenclatura, avec l'Assemblée nationale qui était là pour voter et surveiller le travail. Il faut respecter la Constitution. Ben oui, mais la Constitution, elle n'est pas figée. On peut la revoir. Pourquoi doit-on revoir la Constitution quand il s'agit de changer le nombre de mandats ou alors pour changer la limitation de mandats? Mais si la Constitution peut être changée pour régler les problèmes réels. Vous savez combien le Sénat coûte à l'État camerounais par an? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec l'argent qui est dépensé pour le fonctionnement du Sénat, pour les salaires des sénateurs et pour tout ce que cela comporte? Ce sont des questions essentielles qu'on devait se poser pour aller vers un pays qui règle les problèmes réels. Je termine par quelque chose. Madame Ondouabi le disait hier sur le plateau, pour développer son pays, le Rwanda, M. Kagame a fait venir un cabinet d'experts en finance de l'Angleterre. Ils ont proposé et il a appliqué bêtement. Et aujourd'hui, on a des résultats. À quoi nous sert le Sénat si les gens ont faim, les gens n'ont pas de l'eau à boire, les gens n'ont pas de route? J'ai également appris ce matin qu'un camion grumier a donc écrasé un taxi en pleine ville. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau précis, au lieu du Koweït, la chaussée n'est pas du tout bonne, il y a des nids d'oiseaux un peu partout et régulièrement à ce niveau également, la vitesse n'est pas respectée alors que l'argent qu'on dépense pour le Sénat, on aurait pu régler des problèmes comme ceux-là. Il n'y a pas que le Sénat, hein. Il y a également une autre structure dans ce pays, comment on l'appelle, le Conseil économique et social, toujours lors de cette session parlementaire du côté de Ngouaïkele et même du côté du Sénat. On a essayé d'examiner ou alors mieux orienter ce Conseil économique et social. J'espère que ça donnera cette fois-ci. Francis voulait coller rapidement aussi un commentaire sur le train de vie de l'État. Oui, un tout petit peu pour dire que le Sénat n'est d'ailleurs pas la seule structure budgétivore dont les états des services ne permettent pas aux lignes de bouger parce qu'effectivement, comme le dit Ernest, depuis que le Sénat est là, on n'a pas encore assisté à une session où il y a un blocage parce que le Sénat n'est pas d'accord avec l'Assemblée nationale ou vice-versa. On a comme l'impression que c'est le même travail à la Chine qui se poursuit et que naturellement ce Sénat-là ne nous apporte pas grand-chose. Vous savez, dans certains pays d'Afrique, on a carrément mis la croix sur le Sénat. Je prends l'exemple du Sénégal. Quand le président Macky Sall est arrivé, il estimait que le Sénat ne servait à rien. On a simplement mis la croix. À côté du Sénat, il faut savoir qu'il y a également, parce que quand on parle de consommation du budget, il y a un peu trop de commissions dans notre pays. Un peu trop de commissions.